Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce Crescendo Live du 1er juin 2016. Je vais vous parler aujourd'hui essentiellement de l'euro-dollar. On pourra aborder, s'il y a des questions, d'autres paires. Mais l'euro-dollar est au centre des préoccupations, puisque nous avons aujourd'hui la conférence de la BCE avec Mario Draghi en direct à 14h30. Nous avons également demain le rapport NFP, rapport sur l'emploi américain, qui risque de faire bouger les prix de façon assez importante. Alors, je vous laisse lire pendant que je parle l'avertissement sur les risques liés au trading, et je vais passer tout de suite sur MT4 pour vous montrer l'US dollar index FXCM qui nous donne ici une formation. Alors, on a presque l'impression d'avoir un lampadaire. C'est une façon de et on arrive quasiment au sommet avec un long pied. Moi, je qualifierais ça presque, quand on le regarde en daily, de rounding top en milieu de formation. Et là, j'avoue que je suis assez méfiant parce qu'on a l'impression que le momentum haussier du dollar est en train de s'épuiser. Alors, si on arrive à se stabiliser dans un range et repartir à la hausse, on sera toujours dans la direction des trades qu'on a mis en œuvre. Si en revanche, cette courbe s'arrondit progressivement pour redescendre, ça veut dire qu'en weekly ou au moins en daily, la tendance sur le dollar sera largement en difficulté. On s'en rend compte d'ailleurs sur le dollar parce que on a une remontée de la paire transatlantique qu'on va mieux visualiser ici en daily depuis hier, depuis le début de la matinée d'hier. C'est cette bougie là, celle-ci. D'accord. Et cette bougie traduit une nouvelle incertitude sur les intentions de la Banque centrale américaine concernant la hausse des taux. Vous avez vu que les Fed futurs sur la hausse des taux en juin se sont effondrés. De la même manière, juillet est moins probable dans les anticipations de ces mêmes futurs. Et il est possible que si les statistiques, si le rapport NFP n'est pas à la hauteur des attentes, il est possible qu'on ait un report en septembre. Moi, je reste un tenant de la divergence. Je ne pense pas que l'Amérique soit sur le point de rentrer en récession, qu'on ait une baisse de la force de l'économie américaine, mais on sait tous que la croissance américaine n'est pas celle qu'on pourra attendre de tout ce qui a été fait en termes de desserrement monétaire depuis des années. Et on a compris que structurellement, les États-Unis n'ont plus la même croissance qu'auparavant. C'est lié à l'endettement, c'est lié aussi à des phénomènes structurels qu'on ne va pas détailler au cours de ce live. Donc, ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est assez tactique. C'est ce qui s'est passé depuis hier sur le compte Crescendo, et pour bien vous faire comprendre, je vais revenir un peu dans le passé. C'est-à-dire que, souvenez-vous que j'ai shorté ici il y a à peu près 3 semaines, un mois, oui, si on compte les jours, ça fait un mois. J'ai shorté ici, par là, à peu près au même niveau d'ailleurs que la position les positions que j'ai actuellement autour de. Attendez, on va les noter exactement. On est à 1,1334, non plus. On est à 1,1337, pas loin d'un 1340. J'ai 3 positions. Ces positions, je les avais prises ici sur un breakout qui me paraissait porteur, et par ici, un peu plus bas. Et puis l'euro-dollar était remonté, et on avait eu ici un franchissement de cette oblique-là. Cette oblique-là est très importante parce que quand on voit ce type de configuration sur l'euro-dollar, en général, c'est plutôt haussier. C'est plutôt haussier.
On passe à un niveau oblique qui signifie quand même que les acheteurs reviennent en force, que les vendeurs démissionnent. Et si cet oblique n'est pas défendu, il faut normalement, impérativement, sortir de trade, même avec une perte. Donc j'avais à l'époque une perte qui n'était pas très importante. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est toujours difficile de prendre une perte, mais quand il faut la prendre, il faut la prendre. À l'époque, donc il y a un mois, j'avais ce handicap qui est très important et que ne ressentent pas les gens qui tradent chez eux tranquillement, c'est que mes positions sont sans arrêt publiques, sont vues par effectivement les lecteurs Crescendo, mais aussi d'autres gens qui surveillent mon trading pour d'autres raisons. Et j'avais à l'époque, j'avais dit, je vais pas prendre cette perte qui devait avoisiner 500 €, et je vais éloigner mes stops au maximum à un endroit où j'estime que la paire euro-USD n'ira jamais. Je les avais positionnés par là. Vous imaginez ce qui s'est passé. J'ai pris une perte assez importante. Tout simplement parce que d'abord il y a une faute de trading, on ne laisse pas courir ses pertes, même si le volume était faible, le volume était relativement faible. Mais je pense que trader sous l'observation de tous, c'est une difficulté supplémentaire. Et pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça parce qu'il s'est produit le même phénomène hier. Quand on regarde ici en H4, alors attendez, on va enlever cette ligne. Voilà, je l'enlève. Et il s'est produit un franchissement ici, sur cette oblique-là, qui est de la dernière oblique qui défendait finalement la tendance baissière de l'euro-dollar. Moi, je suis sorti ici, je me suis posé la question, j'avais des positions, alors je suis sorti. Entendons-nous, j'avais scalé par là, j'avais scalé ici en dessous, et à cet endroit-là, je me retrouvais à peu près à zéro sur l'ensemble des positions basses. C'était un scaling avec des positions à 20 000 €, donc relativement faible par rapport à un compte de 90 000 €. Et je me suis décidé à sortir de ces positions basses. Pourquoi? D'abord parce qu'on a franchi et que je veux pas répéter cette erreur qui fait que tiens, on peut toujours vous dire au bout de quelques heures si la paire redescend, mais pourquoi tu n'es pas resté? Tu aurais dû rester, regarde ce que tu perds, tu étais en levier 5,5, là aujourd'hui il y aurait des gains considérables. Donc on est, et puis on peut se le dire à soi, vous quand vous tradez, vous le dites à vous, dites est-ce que je fais bien de sortir? Oui, il y a un signal de sortie, et ce signal il est absolument fondamental et il faut le respecter. Donc je suis sorti de ces positions basses. Attendez, je vous demande une petite seconde, parce qu'on bon, voilà, excusez-moi. Oui, j'ai répondu. Il faut sortir et ne pas laisser courir ses pertes, ou alors il faut diminuer le levier. Or, en fait, moi, je n'avais aucune perte, j'étais plutôt en gain. Quand on est arrivé là, j'étais à 0 là sous ma souris, j'étais à 0 sur l'ensemble des positions ici, bas. Si vous suivez l'ensemble de ma souris, j'avais des positions en scaling. En revanche, j'avais ces positions hautes que vous voyez sous ma flèche, qui étaient, elles, gagnantes, peut-être à ce niveau-là, on était à plus de 2000 € de gains sur ces positions-là. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, on va avoir beaucoup de volatilité. Beaucoup de volatilité avec la BCE. Je me suis dit qu'avec la NFP, le lendemain, on aurait la même volatilité. Et que dans tous les cas, j'avais intérêt à avoir des positions qui soient loin des prix. Et des positions gagnantes, bien sûr, de préférence. Et du coup, j'ai essayé de me mettre, alors c'est ce que je vous ai dit dans le dernier live, j'ai essayé de me mettre en situation de confort. Je n'étais pas en situation de confort, puisque j'étais en situation d'incertitude par rapport aux événements qui allaient se produire. Et je pouvais être en situation de stress, parce qu'un levier 5, si on a une remontée forte de la paire euro-USD à l'issue de ces événements, pendant ces événements, c'est quasiment ingérable. N'oubliez jamais que pendant la conférence de la BCE ou de la Fed, l'ensemble des large traders a tendance à se retirer de ces positions, et on a souvent très très peu de volume, et qui dit peu de volume dit forte volatilité, parce qu'il suffit qu'un acteur vienne avec un peu plus de volume que les autres, et on se prend une grande flèche qui vient se faire sauter tous les stops, qui vient vous mettre en risque, pour redescendre ensuite,
ça ne sert à rien. Donc, j'ai mis le compte crescendo en situation de confort, en gain, hein, puisque le compte n'a rien perdu dans l'opération, en gain par rapport à ces 3 positions hautes, de façon à pouvoir aborder la BCE et l'NFP avec la plus grande sérénité. Hein, l'esprit, c'est celui-là. Si on descend en unité un peu plus faible, je vais enlever ça parce que je l'avais mis tout à l'heure puisque je suivais la ligne de tendance baissière dans la ligne de dans la hausse du cross dans cette unité de temps. On se rend compte d'une chose, c'est que cette ligne qui supporte les prix jusqu'à présent n'a pas été franchie à la baisse. Elle le sera certainement pendant la BCE ou même avant la BCE. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que c'est un breakout et qu'il faut rentrer à la baisse, parce qu'on peut se faire retracer à la hausse ensuite sur la moindre parole de Mario Draghi. Donc, encore une fois, restez hors marché pendant cette période-là si vous n'avez pas des positions très loin des prix. On note toutefois que le plus haut suivant, le précédent plus haut, est moins haut que ce qu'on a pu observer dans la forte ascension de la paire hier. On a aussi l'impression qu'on retrace un peu plus. Donc vous voyez qu'ici, on est contre cette résistance à 1.12, 1.1215 qui fait barrage. Alors, on sait pourquoi. D'abord, c'est une résistance qui se situe sur un chiffre psychologique. Un 12, c'est un chiffre psychologique, c'est un chiffre rond. Et deuxièmement, on a ici, alors on va même carrément la tracer, un ancien support qui devient résistant aujourd'hui et qui peut tout à fait arrêter les prix dans la hausse de la paire euro-USD que nous vivons depuis hier. Alors, quand on regarde la forme, et là je parle de chartisme, la forme en H4 que prennent les prix, on a ici, si vous suivez ma souris, un premier plus bas, on a ensuite un plus bas que le précédent, ensuite on est remonté là, on est redescendu, on a inscrit un plus bas mais qui était plus haut que l'ancien plus bas, et là on est en train d'inscrire un plus haut qui est plus haut que l'ancien plus bas, je parle en unité plus courte, mais si on monte au-dessus de cet ancien plus haut là, il faut comprendre que on est en tendance, on passe en tendance haussière en H4 et en daily, et qu'on risque d'aller chercher des niveaux assez élevés. Je vous en donne un. Si on part ici, par exemple, de ça, pour être à peu près raisonnable, qu'on va chercher ici les 82 pips pour trouver le plus bas de l'ancien plus bas, enfin de la tête épaule inversée. On va aller reporter 82 pips, ça nous met à 1,1274. Donc on a un potentiel de hausse qui n'est pas négligeable si on franchit cette résistance de façon claire. Donc voilà, beaucoup de prudence dans l'attente des événements qui vont se produire à 14h30 aujourd'hui et à 14h30 demain, heure française. Alors tout l'intérêt de cette stratégie, c'est quoi? C'est que si là, les événements en question, que ce soit la BCE ou l'NFP, sont favorables à une baisse de l'euro-dollar, on en profite. On en profite parce qu'on a en levier 1,5, 3 positions à 0,5, donc ils valent 150 000 euros, qui vont continuer à progresser dans une tendance baissière. On est toujours dedans. Et ça, c'est l'important, c'est d'être dans le train. Parce que s'il faut reprendre une position dans la volatilité qu'on va voir demain, et je pense en particulier au NFP, imaginez qu'on a un très bon NFP, vous allez avoir une bougie descendante qui va être immédiate, hyper rapide, dans laquelle vous ne pourrez pas rentrer parce que les gens ont mis des stop sell de tous les côtés, et puis il y aura beaucoup de volume, donc il n'y a pas de place pour tout le monde, et donc vous allez rentrer 80 pips en dessous. Avec des possibilités de retracement, vous voyez que le trading, c'est pas si simple, et trader à la news, c'est toujours dangereux, c'est très compliqué, à moins d'une impulsion très forte. Et donc le fait d'avoir ces positions hautes et de pouvoir en profiter en cas de baisse, c'est un vrai privilège. Ensuite, si on retrace à la hausse, eh bien, on sortira en stop 0. Et je vous rappelle ma philosophie de trading. On ne rentre pas sur un marché pour gagner 1% du compte, 2% du compte, mais on rentre pour faire de la performance. Donc pour l'instant, il faut laisser passer cette tendance qui a bien démarré, qui peut repartir, mais pour l'instant, elle est en risque. Elle est en risque à cause de la volatilité et à cause de la remontée de la paire euro-USD depuis hier, motivée par
un discours relativement dovish, et moi j'ai trouvé, de la Fed dans le Beige Book d'hier soir, avec toujours donc des anticipations de hausse des taux qui sont en train de s'éloigner dans le temps. Depuis hier matin, des gens qui ont commencé à racheter. Je vais vous donner une petite astuce qui va vous intéresser aussi, qui fait partie de la tactique de trading dans les UT un peu plus courtes. Regardez un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait aussi que je suis sorti là, sur cette oblique? On va enlever ça pour que ce soit plus net. Qu'est-ce qui fait que je suis sorti là sur ce franchissement? D'abord, vous observez que jusqu'à présent, on avait par exemple une grande mèche vendeuse avec beaucoup de volume ici, enfin avec du volume, avec beaucoup de vitesse en tout cas, et on observait en général des toutes petites, si on regarde en H4, on avait des toutes petites de tout petits corps de mèches, des tout petits corps et des mèches assez longues, traduisant la volatilité du marché. On avait des corps de bougies qui étaient relativement faibles dans l'unité de temps H4. Et là, quand on baissait, on avait au contraire des grandes bougies avec du volume, probablement le fait de large traders. On le voyait ici, on le voyait aussi plus haut, et puis à chaque fois on retraçait avec des petites bougies. Là, c'est en train de s'inverser. Les petites bougies, elles sont rouges, baissières, et les grandes bougies, elles sont plutôt haussières. Alors, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment observer parce que ça vous donne aussi une direction, ça vous donne des idées de ce qui est en train de se passer dans la population des traders. Ensuite, je vais vous parler du USD-CAD très brièvement. USD-CAD est en plein triangle de compression. On a une compression sur l'USD-CAD. Cette compression, on dit que tout est dans les prix, mais elle traduit l'incertitude qui est créée par la réunion de l'OPEC aujourd'hui. Et ce qui va sortir de la réunion de l'OPEC va probablement faire monter les prix au-dessus de l'oblique supérieur ou descendre au-dessous de l'oblique inférieur. On n'est pas loin d'ailleurs de la pointe de ce triangle. Je crois que ça donnera quand même une vraie direction à l'USD-CAD parce que l'USD-CAD reste malgré tout corrélé au prix du brut. Et quand on regarde le brut sur le VTI américain, vous avez vu qu'on avait ici un biseau haussier qui se développe depuis pas mal de temps, depuis mars 2016. On a fait une espèce de débauche de franchissement ici sur cette oblique-là, et puis on a tout de suite eu une mèche acheteuse, et on reste encore dans cette incertitude de triangle. Là, c'est pareil, je pense que si l'OPEC n'arrive pas à se mettre d'accord, si véritablement il y a des événements plutôt graves sur le pétrole, en fait, des événements qui laissent penser que le pétrole va baisser, on franchira cette oblique et on a des objectifs de baisse qui sont relativement significatifs si on considère sur le plan chartiste que c'est un biseau. Pour aller dans le sens d'une éventuelle baisse du pétrole, on est arrivé sur des résistances qui sont très fortes à la fois sur le Brent et sur le VT. On est autour de $50. 50 $, ça n'est pas rien, et on sait aussi que les puits américains deviennent rentables à partir de ce niveau-là. J'ai appris que le nombre de puits aux États-Unis avait augmenté tout récemment, justement du fait de ce prix intéressant du pétrole, et il est possible que on anticipe à la baisse avec l'augmentation de la production américaine, qu'on anticipe à la baisse l'évolution des prix du pétrole. Alors maintenant, moi, j'ai pas de conviction forte du tout. On a vu le pétrole monter fortement sur son plus bas support. Aujourd'hui, qui peut dire ce qui va se passer avec les négociations qui sont en cours? Donc, pour l'instant, pour moi, c'est neutre. Je dis quelques mots aussi de la réunion de la BCE cet après-midi. J'ai l'impression que ça va créer de la volatilité, mais que le résultat va être plutôt neutre également, parce que pour cette réunion, elle prend en compte un certain nombre de choses, les perspectives d'inflation. Alors, j'en parle parce que le pétrole a beaucoup monté, ce qui augmente les perspectives d'inflation sur la partie globale pour la BCE. Mais d'un autre côté, on a vu, alors ce matin, hein,
je crois que c'était les PPI européens qui ont beaucoup déçu. Donc finalement, les statistiques qu'on a en Europe sont relativement mitigées. On avait l'impression quand même que ces chiffres s'amélioraient sur un certain nombre de composantes, mais sur l'inflation, on n'a pas le compte. On n'a pas le compte. Et à mon avis, il n'est pas question pour Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne je pense, de ralentir le QE. Je n'ai pas non plus l'impression, étant donné les dernières statistiques qu'on a eues en Europe, que la Banque Centrale Européenne ait l'intention de faire un peu plus de modélisation que ce qu'on fait actuellement. Donc pour moi, c'est une réunion neutre avec de la volatilité et rien de plus. Alors, je vais revenir vers Crescendo pour savoir s'il y a d'autres questions. Crescendo. Bon, il faut que j'ai percé. Oui. Ah. Oui. Est-ce qu'il y a des questions après avoir parlé du USD-CAD et de l'euro-USD, est-ce qu'il y a des questions sur d'autres paires? Sur GBP? Alors, est-ce qu'on peut commencer à se placer sur la vente GBP après la hausse récente et les derniers sondages? Je vais venir sur EURO-GBP, qui est la paire qui m'intéresse le plus, puisqu'elle est... Oui, tout à fait. Hein, la hausse récente des sondages, mais aussi la hausse récente d'EURO-GBP et la baisse donc de GBP. Quand on regarde ce qui se passe sur l'EURO-GBP, on observe qu'on a eu un premier pullback, une descente. Moi, j'avais quelques positions ici qui sont parties en stop 0, stop break-even, parce que je voulais prendre aucun risque sur le GBP. Par contre, j'ai vendu cette position haute que j'avais ici pour faire un peu de cash, pour faire un peu de gain, et puis pour repartir sur moi, j'aime bien aussi repartir parfois sur une page blanche quand on a une telle volatilité. L'impression qu'on peut avoir, c'est que en cas de sondage, à nouveau en faveur du Bremen, parce que je pense qu'on va beaucoup osciller, on peut par exemple buter sur cette oblique, vous la voyez ici, et repartir à la baisse. Je garde à l'esprit qu'on a une épaule, tête, épaule très nette. On vient de retracer ici à la ligne de coup, sur la ligne de coup. Et d'ailleurs, la ligne de coup, je vous rappelle qu'elle est oblique, elle est comme ça. Alors sur un point de chartiste, c'est vraiment intéressant parce que, voilà, regardez où on est. On est pratiquement à la ligne de coup et on reflue un peu. Est-ce que la paire euro-GBP va aller au-dessus? C'est une vraie question. Pour ça, il faudrait vraiment que les sondages aillent en faveur du Brexit de façon très nette, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je crois que les avis vont être extrêmement partagés dans la population britannique. Et prendre position, là, pour répondre à la question de façon précise, moi, j'aurais aimé franchement avoir pris plus de position là-haut, parce que là, j'avais pratiquement rien, et laisser porter en attendant tranquillement stop 0. Je trouve que rentrer là aujourd'hui, c'est quand même prendre un risque. Hein, c'est à la merci de n'importe quoi, d'une déclaration politique, d'un sondage par internet, d'un sondage au téléphone, de gens qui essayent de publier, on connaît un peu la politique, de faux sondages pour influencer les populations. Donc moi je suis très réservé sur le GBP actuellement depuis qu'il a fait son alors sur l'euro GBT, son retour vers le haut, GBP vers le bas. Hein, on peut dire la même chose sur le GBP yen. Franchement, là, ça devient compliqué. On a franchi ici, il fallait sortir. Et éventuellement, moi, je suis sorti aussi là en stop 0. J'ai pris aucun risque, mais il fallait sortir, éventuellement prendre ici une position basse si on avait une position short si on avait des convictions. Après, regardez, on est sur la ligne de tendance baissière du GBP yen ici. On est sur la liste de tendance baissière, on est en train de la toucher. Est-ce qu'on va pas rebondir là-dessus? Est-ce qu'on va la franchir? Franchement, c'est un vrai pari, mais c'est un pari un peu casino. Et les paris casino en trading, on sait ce que ça donne. Moi, pour l'instant, ça me fait peur. Alors, peut-être sur une petite position, en scalant comme ça à partir de ces lignes-là, en se disant que les sondages vont redevenir
à nouveau favorable au Brexit, au Bremain, et que les gens qui, tous les politiques, toute l'intelligentsia dont j'ai parlé l'autre jour, de Grande-Bretagne, qui, elles, ne souhaitent pas que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, vont à nouveau essayer de faire peur à la population, mais on est presque pas dans la manipulation, mais on est dans le jeu des campagnes, avec tout ce que ça peut comporter de... j'utilise pas le terme manipulation, mais de tentative d'influence de l'opinion publique, et on subit ça dans les prix, c'est pas simple. Et finalement, et c'est la conclusion sur laquelle je suis arrivé ce matin sur l'analyse Forex 24-24, ce que j'ai dit aux lecteurs, c'est quoi? C'est mettez-vous en situation de confort, soit hors marché, si vous n'avez pas de position avantageuse, avec des prix, avec des points d'entrée qui sont loin des prix, et puis attendez un petit peu que tous ces événements se décantent, hein, qu'on ait un peu plus de visibilité sur les paires Forex, pour entrer, quitte à rater une partie des baisses, une partie des hausses, mais aller dans des directions qui sont un peu plus certaines, et avec une gestion du risque qui sera un peu plus facile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, AUD JPY. Alors, est-ce que je l'ai? J'ai AUD USD, mais a priori, alors, AUD USD, c'est plutôt baissier. J'en dis quelques mots. C'est plutôt baissier. Alors, c'est plutôt baissier. Daily. C'est plutôt baissier parce qu'on a une divergence baissière cachée ici. Là. Elle est là. Je vous la trace. Elle est là. Donc c'est plutôt baissier en daily. Donc je crois que si... Et en plus, alors, on a un élément important sur l'AUD, c'est que le prix du minerai de fer est en train de baisser à cause des problèmes que rencontre la Chine, puis à cause aussi du manque de progression, de croissance de l'économie globale. Donc AUD est une devise qui est relativement faible, qui est amenée à rester faible. Donc sortie de la volatilité actuelle, si AUD USD ou AUD yen descend, se met en baisse, à ce moment-là, ça peut être intéressant de shorter parce que on a des fondamentaux qui sont favorables à une baisse. On sait que au niveau de la Banque centrale australienne, on a un ton qui est plutôt dovish. Et puis ces divergences techniques, je crois que c'est une paire intéressante à jouer si on veut jouer la hausse du dollar. Comme l'euro d'ailleurs, parce que je continue de penser que l'euro doit continuer à rester faible. Mais c'est vrai que jouer, par exemple, l'USD contre le GBP, je trouve ça dangereux. On est en situation d'instabilité de range. C'est une perte de devise à laquelle je ne veux absolument pas toucher. Alors que sur un taux de change comme celui-là, effectivement, il y a beaucoup de pertinence à aller jouer la baisse une fois qu'on sera sorti des turbulences des 2 prochains jours. Alors après, j'ai pas répondu exactement sur le yen, mais on peut dire un mot parce que ça me ferait sortir un graphe que j'ai pas. On peut le sortir. Attendez, on va le sortir. On va faire autrement. Moi, c'est un graphe qui me paraît. Attention, hein, AUD yen, on est sur des paires qui sont pas exotiques mais presque, avec beaucoup de volatilité. Attendez, AUD yen, c'est là. On va le rendre lisible, voilà. En daily, qu'est-ce que ça donne? Alors oui, vous imaginez la volatilité de ce genre de paire, hein. On a tendance, alors ça me rappelle un peu la dynamique évolutive de l'AUD NZD, hein. On a des ranges et puis des grandes bougies qui partent dans tous les sens. Là on est en bas de range, en daily. D'abord, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'identifier un breakout sur des supports ou des résistances horizontaux, pardon, et que des supports obliques. Donc,
Je sais pas. Moi, je privilégierais, hein, en tenant compte du fait en plus que le yen, lui, est assez instable du fait des problèmes liés à l'aversion au risque. Moi, je privilégierais plutôt AUD-USD qui graphiquement est propre, plutôt que l'AUD yen, dont la volatilité m'inquiète un peu et dont le mode, la dynamique de fonctionnement me paraît moins propice à un trade plus sûr. Hein. C'est un problème de gestion du risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est une question sur les fondamentaux économiques. Alors, c'est toujours intéressant d'en parler dans le live. Est-ce qu'on est sur l'ensemble de la planète, est-ce qu'on est toujours en expansion économique ou est-ce qu'on va vers une récession? Alors ça, c'est vraiment la question à laquelle il est très difficile de répondre puisque les marchés n'arrivent pas à y répondre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se mettent en range et qu'ils ne prennent pas une direction claire sur les taux de change majeurs qu'on a l'habitude de traiter. C'est que je reviens toujours sur AUD-USD ici, et je me positionne ici en weekly. Si on est toujours en bas, au-dessous des 1,13, des 1,14, pardon, au niveau de la paire USD, c'est bien parce que personne n'a réussi pour l'instant à répondre à cette question. Tout est lié à la bonne santé de l'économie américaine, et on voit que on a vraiment une douche écossaise du côté de la Fed, avec depuis le début de l'année, hein, mais ça existait déjà avant, avec des discours qui peuvent paraître assez dovish à un moment donné, qu'il faut remonter la paire à plus d'1,16, et puis des discours qui deviennent au quiche de la part de certains gouverneurs, mais même de Janet Yellen, qui retourne carrément sa veste, pour dire que finalement l'Amérique ne va pas si mal, qu'on fait de la croissance, et pas plus tard d'ailleurs. Si vous regardez le Beige Book d'hier, on avait une phrase qui était très précise. Hein. Tout était à peu près dovish, tout était modéré, tout était la croissance, l'emploi, etc. Tout était relativement mou. Hein. On est dans une économie mal, de toute façon, une économie qui ne grossit pas vite. Mais il y a une phrase qui a été dite, c'est le resserrement du marché du travail pousse à la hausse les salaires. Moi, j'ai retenu celle-là parce que c'est quand même ce qui conditionne l'action de la Fed. Si les salaires montent et que les prix montent, puisqu'il y a quand même de l'inflation aux États-Unis, en tout cas il y en a bien plus qu'en Europe, eh bien on aura cette fameuse spirale inflationniste qui intéresse la Fed, puisque si les salaires montent, les gens peuvent consommer plus, c'est un gain de pouvoir d'achat, ils peuvent aussi payer plus d'impôts. Ils peuvent aussi épargner, acheter des obligations, donc permettre une augmentation de la dette américaine. Or, la dette américaine, si l'inflation monte et que les prix montent et que les salaires montent, eh bien cette dette, elle se réduit de temps en dollars constants, hein, puisque vous savez que quand il y a de l'inflation, les dettes, elles perdent leur valeur. C'est une façon de désendetter un pays en monnaie constante. Donc c'est un enchaînement, c'est un calcul que fait la Fed en permanence sur ses perspectives d'inflation. Et donc, tant qu'on ne sait pas si la croissance perdure au moins au niveau actuel, tant qu'on ne sait pas si l'inflation tend vers 2%, voire plus, parce qu'à mon avis, les objectifs inavoués de l'inflation de la Fed sont au-dessus de 2%, et ça, c'est tout à fait lié à la répartition, à la pondération des différents items dans l'indice des prix. Vous savez que on a une possibilité de faire monter l'inflation en surpondérant certains éléments de l'indice d'inflation, en sous-pondérant d'autres, et on arrive à faire de l'inflation à 3% avec un indice à 2. Hein. C'est toujours la même astuce, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout. Mais bon, on est fixé sur 2%, et la Fed a toujours à l'esprit cette espèce de contrôle à la fois de l'inflation, de la dette et de la croissance. Et dans son mandat d'ailleurs, la Fed, contrairement à la BCE, a un objectif de croissance, des objectifs sur la bonne santé de l'économie américaine, ce que n'a pas la BCE.
Donc la Fed est toujours attentive, et c'est d'ailleurs pour ça que les taux ne montent pas à plus de 25 points de base, alors qu'on a quand même une économie qui marche. L'économie américaine, nous on a une vision en Europe qui est celle qu'on a devant notre porte, mais les Américains font de la croissance depuis un bon moment grâce à l'action de Bernanke lancée en 2008. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas dans la même situation que les Américains. Voilà, je pense que j'ai répondu. Et je suis je suis pas affirmatif sur le sujet, mais je serais, comment dire, ça serait malvenu de ma part d'être affirmatif. Alors tous les économistes sont également dans l'expectative, donc je pense pas détenir le Graal et la réponse à cette question précise. En tout cas, ça signifie qu'il faut être méfiant sur les marchés et que tant qu'on n'est pas sûr d'une évolution ou d'une autre, les marchés sont pas directionnels et nous, ça nous pénalise en tant que trend follower, parce que du coup, on n'arrive pas à prendre une direction durable et on n'arrive pas à lancer une stratégie de renfort dans une tendance lourde qui nous permet de faire beaucoup de performances. Donc c'est pour ça, ça bride beaucoup la performance actuelle de ce qu'on fait sur Crescendo et ce qu'on faisait sur Futur ces derniers temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bien. Bah écoutez, je parle déjà depuis 3 quarts d'heure, donc c'est un gros live. Je vais vous remercier d'avoir participé à ce live. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions, mais de façon écrite, sur l'analyse Forex 24/24 du site Crescendo Live. Et à votre disposition pour essayer de vous éclairer sur les marchés et sur les fondamentaux de marché. À bientôt, merci encore.